Tourtour, au cœur de la Provence. Ici vécut Bernard Buffet, l'un des peintres français les plus célèbres du XXe siècle, mais aussi le plus décrié et le plus critiqué. Le peintre tourmenté aimait cet endroit qui l'apaisait. Les murs du domaine de la Baume résonnent encore des paroles d'Annabelle, qui fut l'épouse de Bernard Buffet durant 41 ans. Sensible à l'extrême, Bernard semble avoir trouvé en ce lieu d'exception un refuge où, à l'abri d'une société qui le heurte par sa violence, il peut renouer avec sa passion de peindre, avec son goût pour la vie calme, et surtout avec sa recherche de la sérénité. Bernard Buffet a peint dans cette maison jusqu'à ce que la maladie l'en empêche et qu'il décide de ne pas y survivre. Son atelier était son antre, son domaine réservé, car la peinture était sa vie. C'était quelqu'un qui s'enfermait le matin dans l'atelier et qui n'en sortait que le soir, à la nuit tombée. Et tous les jours, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. C'était quelqu'un qui avait un besoin impérieux de créer et de peindre. Bernard Buffet ne connaissait pas la Provence. Mais évidemment, la Provence a été pour lui une découverte. Pour qui ne serait-ce pas une découverte? Et puis pour un peintre, c'est toujours curieux, intriguant de frôler et de toucher les paysages qui ont été ceux de Cézanne. Bonne journée, ciao ciao. À 80 km de ce qui fut la dernière demeure du peintre, le chef double étoilé Denis Fétisson de la place de Mougins. Denis Fétisson est un grand admirateur de l'œuvre de Bernard Buffet, dont il possède 2 toiles qui trônent dans son restaurant. Sans le savoir à l'époque, de rencontrer Bernard Buffet quand j'avais 14 ans au Chêne Vert à Tourtour, là où j'ai appris mon métier avec mon parrain Paul Bajade. Et j'avais ce monsieur qui rentrait en cuisine, un barbu, cheveux grisonnants, et il me mettait la main sur l'épaule, ça va petit, ça te plaît le métier. Et donc dans la salle de Chêne Vert à Tourtour, il y a aussi des Bernard Buffet qui ont été offerts gentiment par Bernard et Annabelle à Paul Bajade. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là sans le savoir. Donc j'ai ces images qui m'ont toujours entouré. Et pour moi, ça avait du sens d'en mettre ici parce que ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de ma vie et ça fait partie de mes repères. Ce que j'aime, c'est justement ces espèces de barricades devant qu'il faut traverser pour aller chercher l'idée qu'il a voulu mettre sur le tableau. C'est très franc, épais, appuyé. Je trouve que c'est un peu la même gestuelle comme ça. Quand on a une cuillère dans la main et qu'on met un trait de sauce dans l'assiette, moi je me retrouve en tout cas dans cette façon de s'exprimer. Cette nature morte, aux couleurs austères, peinte en 1950 par l'artiste, a inspiré au chef étoilé un menu consacré à un seul aliment. En l'occurrence, la tomate, parce qu'on la retrouve sur ce magnifique tableau, eh bien, on va la déguster de l'entrée jusqu'au dessert de manière différente, sous des angles différents, avec des textures différentes. On va faire un carpaccio de tomate ananas. Ensuite, je vais vous faire un Saint-Pierre grillé à la fleur de thym. Et en dessert, je vais vous faire un sorbet de tomate légèrement épicé, confiture de tomate verte. Salut François, ça va bien? Salut Justine. Sur les traces de Bernard Buffet, aux côtés de Denis Fétisson, des témoins et spécialistes précieux. Ida Garnier, veuve de Maurice Garnier, fidèle galeriste de Bernard Buffet. Pierre Berger, ancien compagnon du peintre. Céline Lévy, directrice du Fonds Bernard Buffet. Henri Perrier, docteur en histoire de l'art. Elisabeth Latrémolière, historienne de l'alimentation. Et Jean-Charles Orceau, producteur de tomates en Provence. Né en 1928 dans une famille de la petite bourgeoisie, Bernard Buffet montre très tôt un goût pour le dessin. Bernard Buffet rêvait d'être peintre quand il était petit enfant déjà. Il est resté au lycée Carnot jusqu'à l'âge de 12 ans. Il dessinait sans arrêt. Pendant la guerre, il peignait sur des nappes et des draps qu'il chipait dans sa famille, à sa mère, à sa grand-mère. Il cousait les toiles de façon à avoir des morceaux qui lui permettaient de faire des tableaux. Doué et très précoce, il obtient une dispense pour entrer à 15 ans à l'École nationale des beaux-arts, puis tout va très vite. Quand il avait 20 ans, c'est-à-dire en 1948, il est lauréat du prix de la critique. C'est-à-dire la critique française à l'époque, en 1948, juge déjà
qu'il a le potentiel d'un grand peintre. Il l'a reçu pour un tableau qui s'appelait « 2 hommes nus dans une chambre », qui était assez choquant pour l'époque. C'est vrai que c'est un personnage aussi qui était très spécial dans le sens du choix de ses peintures au début, notamment ces hommes nus, si vous voulez, ou l'homme au cabinet, je pense à ça par exemple. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'homosexualité, c'était pas facile d'être homosexuel. Qui est Bernard Buffet? Question embarrassante. Ah oui, En 1950, Bernard Buffet rencontre celui qui sera son premier grand amour, Pierre Berger, un jeune homme qui travaille comme libraire à Saint-Germain-des-Prés. Bernard Buffet décide de s'éloigner de la capitale pour s'installer avec lui en Provence. À cette époque, sur Bernard Buffet soufflait le vent du génie. Il travaillait toute la journée. C'est là qu'il a peint de très grands tableaux et très beaux tableaux, comme la Passion du Christ, comme les horreurs de la guerre. Je me rappelle, il avait un grand atelier, il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage. C'était une vie un peu rude, mais bon, on avait 20 ans, on s'aimait, et l'avenir nous appartenait. Leur vie est heureuse. Pourtant, c'est le désespoir que l'on retrouve sur les toiles du peintre. Sa palette est grise, noire, ocre, un style qualifié de misérabiliste par certains. C'était tous les objets qu'on avait utilisés après la guerre. Donc c'était pas misérabiliste, c'était la réalité qu'il peignait. S'il ne peignait pas avec des couleurs, c'était pas parce qu'il voulait peindre la misère et que c'était mieux de faire un tableau gris. C'était parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter la peinture. Si la peinture est austère, la production du peintre est prolifique et les sujets éclectiques. À partir donc de 1952, chaque année il va changer de thème. Et il fait toute une série de tableaux, beaucoup, par exemple des paysages, des portraits, des autoportraits, toutes sortes de Paris, New York. Donc hyper production. Il a produit presque 8000 œuvres de connues, puis il y a toutes celles qui ne sont pas connues. Il détestait l'inspiration. Il croyait que c'était un mot qui ne veut rien dire. Bernard Buffet, il disait que c'était un métier comme un autre, et vous lui mettiez un carton à dessin, une feuille dessus, et un sujet, et il le dessinait. Un genre revient régulièrement, celui des natures mortes. Bernard Buffet en peindra des centaines au cours de sa carrière. Les natures mortes, son style est immédiatement reconnaissable. Que ce soit celles des premières années, des années 50 par exemple, ouais, avec ces tables où il met un poulet, où il met une rascasse. Et puis après, il a fait des natures mortes plus classiques avec des lignes de fuite. Voilà. Autant les natures mortes du début sont dans les tons gris, beige, avec des fruits qui sont parfois un peu rabougris, racornis. Et plus ça va, et plus les natures mortes sont expansives, variées et pleines de couleurs. Ce qui est reconnaissable, c'est son style. Même là, même dans les natures mortes, même quand il peint 3 tomates, on voit bien que c'est Bernard Buffet. Les tomates de Bernard Buffet vont faire souffler le vent de l'inspiration dans les cuisines de Denis Fétisson. Si on s'approche un petit peu de cette tomate qui est une tomate ananas, une tomate jaune, donc on retrouve la couleur sur le tableau, et puis on retrouve ces traits très marqués comme ça de la tomate. Et si on regarde bien, si on fait attention sur les détails du tableau, on les perçoit. On va faire un carpaccio de tomate ananas. On va commencer par notre confiture de nori, donc feuille de nori toute classique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer un assaisonnement avec la tomate, avec un petit peu de soja. Voilà. L'idée de prendre donc du nori et du soja, elle m'est venue tout simplement en goûtant une confiture d'algues. Le goût m'a rappelé le vinaigre balsamique, un peu ce côté acide et sucré. Le vinaigre balsamique tomate, on connaît par cœur. Donc j'ai dit, tiens, ça m'a rappelé ça, donc je dis, je vais essayer. Donc on va couper notre tomate en respectant un petit peu la forme de la tomate. Voilà, comme ça aussi. On la met dans un cercle. C'est un super produit, la tomate ananas. Voilà, là, on peut commencer à mixer. Ça fait une pâte un petit peu épaisse comme ça. Là, on la met sur le fond du cercle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin de saler la tomate. C'est la confiture d'algues qui va venir assaisonner la tomate. Et donc, je vais venir disposer ma tomate que j'ai découpée. Et on inspecte le produit, vous voyez l'arrondi de la tomate comme ça qui suit l'arrondi du cercle. On la palpe presque la tomate. Les petites crevettes grises
côté un peu marin. La salicorne, c'est une algue, la forme est super belle. Quelques amandes fraîches, le croquant aussi, la fraîcheur. Ici, donc, nous avons fait consommer de têtes de crevettes grises avec un petit citron vert dedans. On pourrait comparer la palette de l'artiste peintre avec ses couleurs qu'il a dessus pour faire sa toile et un potager où on regarde les tomates, le poivron. Après, à nous de les interpréter. Hein. Comment on sait que c'est un plat réussi? Comment on sait que c'est une peinture réussie? Si on y met des bons produits, de saison, de la région, avec un peu de savoir-faire et une histoire qu'on a envie de faire passer à travers ce plat, je pense que c'est pas mal. À quelques kilomètres de ses cuisines, nous retrouvons Denis Fétisson chez son maraîcher, Jean-Charles Orceau. Il fournit le chef en fleurs de courgettes, salades, artichauts, fenouilles. Croque un peu ça, t'as l'impression de voir un pastis. C'est ce que j'allais faire. On dirait du pastis. Je suis pas un fan de pastis, mais c'est un goût d'anis, c'est impressionnant, quoi. Mais c'est aujourd'hui pour choisir de bonnes tomates cultivées en pleine terre que Denis Fétisson fait le déplacement. Je vais goûter moi parce que je suis vraiment plus immunisé que toi. Je l'ai pas vu si grosse. Et ça, c'est la forêt vierge, tu vois, c'est exubérant quand même. Clair, hein. Et là, vraiment, on ramasse quelques tomates, mais c'est vraiment la fin. Les variétés les plus... Là où on voit encore quelques tomates, c'est dans les cornus. Viens bien voir. L'odeur de cette tomate, t'arrives pas à la retranscrire dans l'assiette. C'est la feuille, c'est la feuille qui sent ça. Ouais, il reste du fruit quand même hein, sur les plantes. Hein. Et c'est des plantes qu'on a plantées donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, il y a 6 mois. Putain. Je regrette que ce soit pas la période la plus esthétique, hein, mais on a vraiment fait une récolte de tomates comme on n'avait pas fait depuis très très longtemps, quoi. En culture biologique depuis 5 ans, la production de tomates de Jean-Charles est aléatoire, soumise aux différents parasites et maladies de la région. Pourtant, avec des techniques naturelles comme le greffage, il parvient à renforcer ses cultures. D'arracher pour que tu vois. C'est une variété de tomates qui a des racines très vigoureuses. Et à partir de là, comme on greffe les arbres fruitiers, ils font une incision, ils mettent 2 bourgeons de façon à ce qu'on ait... la tomate désirée, mais avec la racine la plus costaud. Donc avec ce même pied, je peux avoir une cœur de bœuf, comme une... Ah oui, c'est ce qu'on appelle un porte-greffe, comme en pêcher. C'est un porte-greffe sur lequel on greffe la variété que l'on souhaite. Avant d'arriver dans nos champs et nos assiettes, la tomate a fait un long voyage. Au XVIe siècle, la tomate débarque en Espagne, dans les fonds de cale des navires des conquistadors. Une tomate bien différente de celle d'aujourd'hui. La tomate qui arrive d'Amérique, on a effectivement des descriptions qui nous parlent d'un fruit plat, jaune et côtelé. Ce qui est intéressant, c'est que dans la langue italienne, on a gardé le nom pomodori, qui est le nom qui est pomme d'or. On a gardé cette appellation qui renvoie à ce fruit jaune, doré, qu'appréciaient les naturalistes pour son aspect décoratif. La tomate, jusqu'au XVIIIe siècle, est considérée comme une espèce toxique. Les naturalistes s'étaient aperçus qu'elle était de la même famille que la belladone et la mandragore. Elle est appréciée, mais comme plante ornementale exclusivement, parce qu'on trouve que c'est joli, c'est un joli fruit, et on l'utilise dans les jardins. La mention qu'on a en tant que fruit comestible ne date que du XVIIIe siècle, dans un traité qui a un très très joli nom, qui s'appelle de cuisine pythagoricienne en fait, et c'est un napolitain. Et là on voit, dès le départ, il y a un ancrage dans la cuisine méditerranéenne et dans la cuisine du sud de l'Italie. À la Renaissance, l'italienne Catherine de Médicis introduit la tomate à la cour de France. Mais il faut attendre la fin du XVIIIe pour que la tomate devienne populaire. En 100 ans, elle va devenir l'un des légumes les plus consommés en France, alors qu'elle a mis effectivement pratiquement 300 ans à arriver sur les tables. Dès lors, la tomate est devenue incontournable. Presque autant consommée au monde que la pomme de terre, il en existe quelques 12 000 variétés. Cette diversité se prête à toutes sortes de préparations. Là, c'est un peu le panel des tomates que l'on produit. Hein. Il y a un peu toutes les variétés. On a évidemment la tomate basique de référence, la tomate ronde. Hein. Bon, je te proposerai presque de les goûter, mais je viens de voir l'état de mes mains. Moi, ce que j'aimerais couper, la couper. C'est ça, celle-là. Ça, c'est la tomate noire. Ah, ça, c'est pour moi, c'est la meilleure. Ouais. Parce qu'elle est à la fois charnue, elle est juteuse. Généralement, ce que j'aime bien, c'est le parallèle entre les mains de l'agriculteur et les mains du chef. Hein. Putain, mais si je cuisine comme ça, le mec, il s'empoisonne. Gustativement, c'est pratiquement une tomate de dessert. Quoi. Elle est sucrée. Au final, la tomate, fruit ou légume? La réponse, elle est là.
Tu vois, là on voit vraiment qu'il y a des graines. Hein. Donc c'est vraiment un fruit, c'est un légume-fruit si on veut, mais c'est un fruit. Par contre, je suis incapable de couper une tomate comme ça et de ne pas le manger, c'est terrible. Regarde l'espace qu'il y a entre les différentes variétés. Entre une tomate comme ça qui est sèche, une tomate comme ça qui est pleine de chair, et une tomate comme ça qui a le jus et les graines. Si ça, c'est pas inspirant pour la cuisine, alors... Les natures mortes ne sont qu'une partie de la production de Bernard Buffet. Considéré comme un génie par Francis Bacon ou Andy Warhol, apprécié du public et des collectionneurs, Bernard Buffet va pourtant hérisser le monde de l'art. André Malraux, ministre de la Culture, déteste ce peintre au style unique et totalement à contre-courant de la mode de l'époque. Au sortir de la guerre, à Paris, les Mondrian, les Klee, les Delaunay sont déjà morts, mais l'art abstrait, lui, est bien vivant. Il est plus que bien vivant, il triomphe à Paris. Et lui, en pleine abstraction, il réintroduit la figure. Donc il va se mettre en marge un peu des institutions. L'objectif affiché du ministère de la Culture, c'était de favoriser la peinture abstraite. Donc de fait, Bernard Buffet s'est retrouvé mis de côté. Une mise à l'écart qui n'empêche pas le succès. À 28 ans, le jeune homme est déjà millionnaire et ne s'en cache pas. C'est pas le succès qui a suscité des jalousies. Ce qui a suscité des jalousies, c'est la manière dont il s'est mis à vivre. L'article de Match qui montre une photo de Bernard Buffet à 13 ans devant un tas de sable et une autre entrant dans sa voiture Rolls-Royce qui était intitulée « De l'orphelin au tas de sable au maître à la Rolls ». Ça n'a pas fait très bon effet. Ça a été un article qui ne lui a pas fait du bien, quoi. Et à partir de là, s'est développée toute une cabale, on pourrait dire, parce que c'est quand même comme ça qu'il faut l'appeler, qui a fait qu'il a été mis, si vous voulez, dans une contre-allée de l'art du XXe siècle. Et ça a duré longtemps. Il a été quelqu'un d'angélique, d'exceptionnel. Et puis il a été foudroyé. Et foudroyé par le succès. La gloire se venge. Un artiste qui peint sans cesse et dépense sans compter. Bernard Buffet déchaîne les critiques. Le gros reproche qu'on lui fait, c'est d'être un artiste commercial. Buffet, le peintre des salles d'attente des grands dentistes parisiens. Tu dois à la vérité de dire qu'en effet, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et que ce jeune homme qui peignait parce qu'il avait ce besoin de peindre, parce qu'il avait cette impulsion et qui peignait un univers qui avait été le sien, c'est-à-dire celui de la pauvreté. Tout à coup, devenant le maître à la Rolls, comme a dit le magazine Match, eh bien, il s'est mis à peindre sans urgence et sans nécessité. Paris découvrait ainsi un nouveau buffet, un buffet mystique. Il y avait ces tableaux effectivement qui étaient pour vendre, mais tout à côté, il y avait d'immenses tableaux avec des sujets absolument pas commerciaux qui peignaient des nuits entières. Ces tableaux qui font pratiquement 7 mètres de long. Il y a 3 tableaux. C'est des tableaux qui étaient invendables même, je veux dire. C'est des tableaux qui sont aujourd'hui évidemment des tableaux de musée. Du peintre au cuisinier, tout n'est qu'une question de signature. Dans sa cuisine, Denis Fétisson s'attelle au plat de résistance. Deuxième plat de ce menu, Saint-Pierre grillé au thym de Saint-Julien, coulis de tomates green zebra, tarte au parmesan avec des tomates grappes. Donc on prend le Saint-Pierre, on va lever les filets. Voilà, donc filet de Saint-Pierre. Ce Saint-Pierre, je vais le mariner dans une huile infusée au thym que je vais un petit peu fumer. Donc ça c'est du thym sec, donc ça va prendre feu de suite. Voilà, et j'éteins en fait le feu du thym dans l'huile. Et ça va infuser notre huile. Et l'huile elle est salée, c'est important de saler l'huile parce que c'est ce qui fixe la saveur du thym sur l'huile. Donc le Saint-Pierre, je le trempe légèrement dans l'huile et je vais sur le grill. Quand je vais retourner mes Saint-Pierre du grill, il va apparaître des traits comme ça noirs qui rappellent ces traits appuyés donc, sur l'étoile de Bernard Buffet. Ce trait appuyé de la barre du F, de la barre du B, comme ça, si je le mets à côté, je pense qu'on n'est pas loin.
Il y a d'autres maisons où on peut voir des Bernard Buffet. Hein. Chez Loiseau, il y a des Bernard Buffet. Paul Bocuse, il me semble que j'avoir vu un Bernard Buffet quand j'y suis allé. Enfin, Bernard Buffet et la restauration, c'est pas un hasard. Là, on a un poisson qui est cuit, qui se tient, et qu'on va mettre à mariner dans l'huile d'olive infusée au thym. Ça va nous laisser le temps de faire notre tarte à la tomate. Sablé parmesan, étalé très fin. Je coupe un rond, mettre un petit peu de jaune d'œuf dessus. 175 degrés, 6 minutes. Donc maintenant, nos petites tomates grappes qu'on va couper en fines rondelles. On va couper notre pecorino sarde. La tomate green zebra, ça c'est pas une tomate qu'on mange comme ça, qui a pris le soleil, c'est une tomate qui est beaucoup plus agressive. Et moi j'en fais un coulis. Super. Et on vient dresser. Voilà. On va émietter un peu de thym comme ça. Et un peu de sel. Et on prend nos Saint-Pierre. Regardez comme c'est top. Ça donne envie de manger, ça. Hein? On est dans le produit, on est dans la saison. Saint-Pierre grillé, bing, Bernard Buffet, il est là. Terminé. En 1958, après 8 ans de vie commune, le couple Buffet-Berger se sépare. Pierre Berger entame une histoire d'amour avec leur ami Yves Saint-Laurent. Le peintre, lui, vient de rencontrer la chanteuse Annabelle. Ça sert à rien, les gommes, elles n'effacent personne quand on en a besoin. Un coup de foudre. Ils l'épousent la même année et ne se quitteront plus. La jeune femme sera son modèle, sa muse. Je crois que quand Annabelle a connu Bernard, elle est vraiment rentrée dans la peinture avec lui. Elle disait, il est rentré dans la peinture comme on rentre en religion. Et elle a fait pareil. Un couple fusionnel, inséparable. Ils adoptent 3 enfants, Daniel, Virginie et Nicolas, et partent abriter leur bonheur dans leur grande maison de Tourtour, en Provence. Une maison que Bernard Buffet peindra à de multiples reprises. Elle était la seule à pouvoir rentrer dans son atelier. Personne ne pouvait rentrer dans son atelier. Non. C'est dans cette maison que Bernard Buffet, atteint de la maladie de Parkinson, choisit de se donner la mort en 1999. Les murs de Tourtour vibrent encore du chagrin d'Annabelle. J'étais, et je suis encore fascinée par la passion qui t'habitait. Tu n'as vécu que pour peindre. Ton être tout entier s'exprimait par l'image. À la minute où tu as su que tu ne pouvais plus peindre, tu as décidé de mourir. De l'appétit insatiable de peinture de Bernard Buffet restent ces tableaux qui, aujourd'hui encore, témoignent du talent de l'artiste, comme ces 2 natures mortes qui ornent aujourd'hui la salle du restaurant de Denis Fétisson. On sent ce charnu, ce côté généreux dans la tomate. Ouais, mais tu vois, c'est ça, Bernard Buffet, c'est avec peu de choses, il tombe juste, quoi. Bernard Buffet, c'est un trait martyrisé, anguleux. J'ai du mal à parler de Bernard Buffet parce que je ne suis pas un expert, mais quand on en regarde un comme celui-là qui semble aussi simple dans sa structure, et ça, il y a une énergie, il y a une pureté qui est quand même qui interpelle. De la toile à l'assiette, la nature morte a donné naissance à un carpaccio de tomates ananas. Moi, le plat, déjà, je le trouve magnifique. Enfin, c'est une œuvre d'art, ce plat. Et moi, j'ai compris pourquoi on appelait ça tomate ananas. C'est la reconstitution de l'ananas. La couleur est liée. La couleur est liée. Et là, on dirait vraiment une tranche d'ananas agrémentée, n'en parlons pas, mais vraiment. Messieurs, je vous souhaite un bon appétit. On va casser l'œuvre d'art. Ah, c'était pour ça. Hein. Moi, je suis admiratif. Je dis toujours, moi, je suis un artisan, mais les cuisiniers, c'est qu'il y a un côté artiste. On parle de Bernard Buffet qui est indéniable. C'est délicieux. Ouais. Un Saint-Pierre présenté tel une palette de peintre. Mais c'est le journal croqué sur l'autre toile de Bernard Buffet qui intrigue l'un de nos convives. Ce tableau qui est là, avec ce journal-là, c'est un peu comme un collage, tu vois. Et moi, je pense qu'il a mis ça pour dire à Picasso et à Braque, vous voyez les mecs, moi si je voulais me lancer aussi dans le collage, il n'y a pas de problème, je peux faire des tableaux qui se tiennent. Je pense que c'était une pierre dans mon jardin pour Picasso qui était jaloux de lui. Ils étaient collègues quand même ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et tu sais ce qui s'est passé? Une fois, ils étaient au Festival de Cannes et il y avait Picasso qui était à une table à côté avec ses enfants. Et les enfants de Picasso, ils sont allés lui demander une autographe. L'autre, il est devenu fou. Il a fait lever tout le monde et ils sont partis. Et il était jaloux de Bernard Buffet. Il y a des témoignages. Là.
Surprise du chef, un sorbet de tomates accompagné d'un biscuit éponge au basilic servi en dessert. Bon, mais ça, c'est un tableau. Hein. La glace cœur de bœuf avec la guimauve avec l'eau de tomate et une poudre de tomate séchée dessus. Parce que la grande particularité de la cœur de bœuf, c'est qu'elle a une chair fondante. Et l'idée d'en faire un sorbet, c'est vraiment totalement adapté à la qualité du fruit. Hein. Moi, je trouve que c'est un repas plein d'harmonie quand même. Hein. Au-delà de l'esthétique, on se régale et c'est très original. original. Moi, j'ai jamais mangé des choses comme ça. Jamais. Bon, ben à ce repas, et à Bernard Buffet qui nous réunit aujourd'hui. Hein. Bernard Buffet a dit, la peinture, on n'en parle pas, on ne l'analyse pas, on la sent.